Yes, nous sommes live. Bonjour et bonsoir à tous. Ici, c'est Nadi et Sergio Kakinembe du JCTweem TV. Bienvenue sur notre canal public, le JCTweem TV, et dans notre émission hebdomadaire, le Banco Business, Analyse et Commentaires, rétrospective weekly, pour l'émission du samedi 20 décembre. Donc, entre la nuit du vendredi 19 au samedi 20 décembre. Et donc, voilà notre rétrospective, pardon. Donc, Nadi, bonsoir. Okay, bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Donc, bienvenue et très heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. Et on commence. Donc, premier slide. Alors, semaine de méga volatilité pour le crypto market et le BTC en particulier. Nous avons testé les 6500 $, niveau très important car c'est du haut de ce point que le Bitcoin avait chuté à la mi-novembre 2018, ce qui s'est soldé par le support des 3300 $. Le BTC va-t-il retester ce support avant le halving de 2020? Yes, un grand merci. Donc, comme vous le constatez, il s'est passé pas mal de choses. Donc, j'avais fait quelques interventions sur le canal public pour commenter cela lorsqu'il y avait beaucoup de volatilité, qu'on avait perforé la zone des 7000 $. On est tombé rapidement pour atteindre les 6500. Si vous vous souvenez bien, c'était suite au rapport de Chain Analysis concernant le scam de Plus Token. Donc, rappelez-vous, il y a déjà 6 personnes en relation avec Plus Token qui ont été arrêtées et extradées vers la Chine. Et maintenant, il reste encore pas mal d'autres intervenants qui sont dans la nature. Et il y a eu une liquidation des jetons provenant de l'escroquerie. Et donc là, il y aurait une liquidation qui aurait entraîné cette perte. Ensuite, il y a eu une réaction de peur. Tiens, vu qu'il y a encore pas mal de jetons qui sont détenus principalement des BTC et de ETH, comment est-ce que cela pourrait impacter le BTC et l'ETH, surtout, et le crypto market au sens large, s'il y avait encore une liquidation massive, comme on l'a vu. Donc, en gros, c'était cela. Ceux de Chain Analysis et pas mal d'acteurs dans l'écosystème ont souligné le fait que cette réaction négative était excessive. Pourquoi? Parce que, tiens, ce n'était pas aussi grave que cela, mais vous voyez que le prix du BTC s'est récupéré rapidement. Il faut noter une chose, comme je l'avais décortiqué dans la vidéo journalière, c'est que le BTC était déjà dans un canal baissier, déjà dans un patron baissier. Rappelez-vous, premier semestre, on avait les hauts des 14 000 et là, on était en train de retester le support des 7 000. On était entre les 7 000 et les 7 200. On avait tenté quelques jours avant de retester les 7 700, 7 800, donc pratiquement la zone des 8 000. On était rejeté, on était très faible et donc on était qu'à 200 $ du niveau des 7 000. Là, on a perforé cela violemment et on a chuté aux 6 500. Comme je le dis aussi, les 6 500, c'est un niveau qui est super, super important. Pourquoi? Les 6 500 $, quand on regarde ce qui s'est passé au Q4, donc le 12 novembre 2018, c'est là qu'on avait exactement ce support des 6 500. Quelques jours plus tard, donc le 15 novembre, il s'est passé quoi? Il y avait le hard fork BCH BSV. Il y avait des publications de NVIDIA dans la même période. Donc là, Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, a parlé de beaucoup de faiblesses, de la mauvaise performance due aux inventaires qui n'avaient pas été vendus de GPU par rapport aux mineurs, une faible demande. Donc là, ils voyaient déjà tout cela comme étant négatif. Et donc voilà, en gros, ce qui avait déclenché cette forte baisse. Donc il ne faut pas oublier, je le dis bien, le BTC était parti des 6 500 et c'est là qu'on a atteint la zone des 3 300 $. Maintenant, on a vu le BTC retester ce niveau et on se dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, quand on regarde les choses en graphique weekly et autres, on voit qu'il y a comment dirais-je, que c'est le dernier niveau de support clé et là, une des dernières interactions avec des moyennes mobiles clés au niveau weekly, je dis bien, et mensuel. Et donc, maintenant, on a un spread. Donc là, qui va des 6 500 et aux 3 300. Donc, si jamais on a le prix qui confirme une clôture sous ces niveaux, on pourrait le voir directement aller atteindre cette zone des 3 300. Donc là, la question qui se pose, c'est celle-là. Chose que j'avais notée et soulignée aussi durant mes interventions sur le canal public. Donc ici, on parlait de quoi exactement? On parlait de l'événement halving 2020. On avait souligné et commenté la stratégie de John Hu, qui est revenu à la tête de Bitmain, qui parlait exactement de la stratégie qu'il allait adopter pour lui et ses clients en vue de capitaliser, donc générer des profits dans le mining et dans la vente des ASIC et encore pas mal d'autres choses, et le tout en vue du halving 2020. Donc là, ce sera au cours du mois de mai. Et une chose que j'ai souligné aussi, c'est qu'au mois de mai, on a le gros événement Bitcoin et blockchain, c'est l'événement Consensus de New York. Et on a vu que depuis que cette conférence a été lancée, on va dire en amont, donc pré-consensus, donc là, on va dire janvier, février, mars, avril, jusqu'à arriver au mois de mai, le BTC a tendance à monter et l'écosystème crypto aussi. Donc là, on a un double catalyseur. Le FOMO, et donc là,
toute l'euphorie et la spéculation qui va être générée par rapport au halving. Et numéro 2, le consensus. Donc, les deux vont coïncider durant cette période, on va dire super, super important. Donc, on a une concentration de méga catalyseurs et tout ce que ça va générer, bien évidemment. Donc, ça, ce sont les points super, super clés. Mais maintenant, en attendant, vu qu'on a un retour de la volatilité, on peut voir le BTC monter haut, mais on peut le voir aussi chuter très bas. Et là, on a déjà eu un petit aperçu de cette volatilité qui est revenue. Donc là, en gros, le marché redevient super, super intéressant. Donc, il y a pour les traders et les spéculateurs, c'est super intéressant de pouvoir tirer avantage de cette volatilité. Pour en donner un petit compte, ce que vous voyez à l'écran, c'est la performance weekly du BTC. Donc maintenant, on a récupéré les 7200, mais la semaine se maintient négative. Bien évidemment, c'était bien plus grave que ça. Et donc là, on a réussi à réduire cette négativité à une statistique flat négative. Au niveau de la market cap, on a plongé sous les 200 milliards maintenant. On est dans la région des 190 milliards de dollars, comme vous le voyez. Et le BTC, sa dominance est montée. Elle est à hauteur de 68% maintenant. Donc voilà, slide suivant, on a dit. Alors, crypto écosystème au 20 décembre 2019, weekly. Voilà, donc ça c'est la performance weekly, comme vous le voyez bien. Donc là, vous le voyez ici à l'écran. Donc là, c'est la performance durant les 7 derniers jours. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de choses qui se passent au quotidien, mais là, nous, on veut voir la performance d'une semaine à une autre et voir ce qui s'est passé. Et comme on le voit, c'est négatif. Donc là, on a commenté ce qui s'est passé pour le BTC. Maintenant, regardons un peu ce qui s'est passé dans l'écosystème et les cryptos super importantes. ETH, on avait commenté aussi Ethereum, comment dirais-je, le hard fork Ethereum, Istanbul, et on a vu que post-Istanbul, on a chuté. Donc on était au 150 $, on est dans la zone sous les 130 $, donc une chute de pratiquement moins 12%. XRP a perdu maintenant la zone des 20 cents. On a Litecoin qui s'est éloigné des 50 $, BNB sous les 15 $, et le NEO qu'on suivait depuis pas mal de temps, depuis qu'il avait atteint la zone des 14-15 $. On voyait déjà, on avait anticipé une chute et un retour dans la zone sous les 10 $, chose qui est faite. Donc voilà en gros ce qu'on peut commenter ici. Donc on poursuit, Nadie, slide suivant. Alors, le stock market se maintient haut et les avancées des négociations USA-China ainsi que l'atmosphère politique restent les plus grandes menaces. Le gold et le dollar seront les baromètres pour le Bitcoin. Ok, merci. Donc là, comme vous voyez à l'écran, d'un côté, il faut regarder ce qui se passe au niveau politique. Comme j'ai bien dit, le gold et le dollar sont les baromètres pour le BTC. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, hein, je le dis souvent, on n'arrive pas au BTC en échangeant du maïs pour acheter du BTC. Donc, il faut bien du dollar. Ce dollar, on voit bien que pour le moment, il est dans le stock market avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, stock market utilisé pour le moment comme un outil politique pour la campagne 2020, principalement celle du président Trump. On le voit qu'il est haussier. Alimenté par quoi? Les politiques des banques centrales, principalement la Fed, taux d'intérêt bas, repo market et injecter de la liquidité. Donc, un pseudo QE, donc quantitative easing, assouplissement quantitatif. Donc, tout ça, ça fait que le marché aime bien cela et le marché se maintient haut. Donc, on favorise les actifs avec lesquels on peut avoir des retours et le S&P 500 remporte ce concours haut la main. D'un autre côté, avec tout cela, il y a ces risques de récession, etc., etc. Vous voyez qu'il n'y a pas de correction ici. Hein. C'est un marché pratiquement, qui se maintient haussier depuis déjà 2009 et là, on continue. Il y a, il y a quelques analystes aux États-Unis qui parlent d'un S&P qui pourra atteindre les 3400 $ d'ici les élections et ensuite, après, effectuer une correction. Vous voyez que les corrections, ça arrive une fois de temps en temps. On voit que là, il y a 2-3 jours et ensuite, on continue, 2-3 jours de baisse, ensuite, on continue. Mais là, on parle de quelque chose de bien plus important, donc de l'ordre de 20% minimum de retracement. D'un autre côté, avec tout cela, on voit que le même dollar est, injecté dans le S&P 500 et 2, il se maintient dans le gold. Rappelez-vous que le gold, lorsqu'il avait atteint, on voit les hauts ici, les 1550 plus ou moins, mais lorsqu'il avait atteint les 1400, le BTC était aux 14 000. Donc là, depuis lors, on voit que le gold s'est maintenu au-delà des 1400 $ et le BTC, lui, a chuté de pratiquement moins 50%, vu que de 14 000 à 7 000, il y a 50%. Et là, perforé aussi ce retracement, donc là de 50% en moyenne, on va dire ça comme ça. Donc pourquoi est-ce que et ça c'est notre baromètre. Pour qu'on l'on voit le BTC être haussier, il faut bien qu'il y ait un dollar qui soit injecté dedans. Donc, il faut qu'il y ait du capital frais. Pour le moment, on voit qu'on avait les 200 milliards de market cap. On est aux 190 milliards. Donc, il y a 10 milliards qui ont migré hors de l'écosystème crypto tout entier. Donc là, on a déjà la transition BTC et altcoin vers le Tether, donc les stablecoins. Et maintenant, des stablecoins, on récupère du fiat. Donc maintenant, il faut qu'il y ait une nouvelle injection de capitaux. Avec ce qui va se passer, donc ce qu'on a commenté, donc Bitmain qui veut tirer avantage du halving 2020, on a le consensus, etc., etc. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau capital injecté? Mais rappelez-vous, entre-temps, on aura toujours de la volatilité. Donc voilà pourquoi est-ce que le gold et
Et d'un autre côté, le dollar, ça va être des baromètres super importants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on verrait une liquidation du gold, donc le gold chutait sous les 1400, atteindre les 1300, etc. Comme vous voyez aussi, le gold, on a des hauts plus bas à chaque fois. Donc, ce qui fait qu'on vend notre gold, on récupère du dollar. Et qu'au même moment, on voit aussi dans le stock market, qu'on revend nos actions du S&P, donc du Apple, etc., et on récupère du dollar. Où va aller ce dollar? On a encore d'autres classes d'actifs. Donc, on a des bons, on a ci, on a ça, où cet argent peut aller dans du capital privé, donc du capital risque, donc va être injecté dans des startups, etc. Mais d'un autre côté, ce capital, maintenant, il y a une raison pour que ce capital soit injecté dans le BTC. Donc, ça, c'est quelque chose de super, super clé qu'on doit, on doit garder un œil dessus et voir ce qui est en train de se passer. Voir les probabilités, avoir un spectre, on va dire, de probabilité, se dire, bah, tiens, s'il se passe ça, bah, tiens, est-ce que ce capital, bah, tiens, sous quelle forme bien, sous quel, on va dire, mandat ou je ne sais quoi, comment est-ce que ça peut atterrir dans le BTC? Et là, en vue de l'événement qu'on a. Rappelez-vous, on a un catalyseur qui est clé. Maintenant, c'est regarder les migrations de capitaux entre différentes catégories de classes d'actifs. OK? Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, BTC USD, graphique. Yes, donc là, on va à un graphique journalier et on voit ce qui se passe. Comme on voyait maintenant, on a eu cette forte chute. Donc là, la zone clé, donc là, 6500 une fois, 6500 deux fois. Donc on a deux moyennes mobiles que vous voyez ici. Donc bleu turquoise, c'est celle de 7 jours. Rose fuchsia, celle de 30 jours. On voit clairement comment le prix évoluait sous cette moyenne mobile. On le voit là. Donc on a un haut plus bas, bas, bas plus bas, bas plus bas et bas plus bas. Donc on a clairement un canal baissier et on voit qu'à chaque fois qu'on est éloigné des moyennes mobiles, on a un mouvement horizontal. Le spread entre les moyennes mobiles se réduit, on touche les moyennes mobiles. Là, c'est les déclarations du président Xi Jinping. Au 21 novembre, on est monté au-dessus. On a atteint pratiquement les 10 400, 10 500. Demi-tour, donc là, côté nord de ces moyennes mobiles, on revient les retoucher, on replonge en dessous, donc on poursuit, on va dire, le cours naturel, donc dire quoi, c'était le momentum baissier. Encore une fois, éloigné de ces moyennes mobiles, on reste horizontal, pas mal de volatilité, donc tenter de combler le gap entre ces deux moyennes mobiles. On revient, maintenant, vous voyez qu'il y a une future convergence de ces deux moyennes mobiles, exactement ce qu'on a vu là. Rappelez-vous, maintenant, là, c'est les déclarations du président chinois, donc Xi Jinping. On voit le volume haussier, on voit l'effet que ça a eu. Maintenant, on n'a plus ce président qui va parler. Et maintenant, je pense que le marché est déjà averti. On voit déjà ce qui est en train de se passer. Là, on a eu une chute, on va dire, sur base de panique par rapport aux événements de Chainlink. Mais regardez bien le volume que l'on a et ce que ça a généré. Et regardez, lorsqu'on revient avant, on n'avait rien de spécifique ici. C'est juste le cours du canal baissier et le BTC qui a chuté après avoir perforé des niveaux clés. Donc là, c'était la zone des 10 000 $, comme on voit ici. Et donc là, maintenant, on a cela. Donc on voit qu'à chaque fois qu'on atteint ces moyennes mobiles, ou on est rejeté et on continue la course vers le bas, ou maintenant pour monter, qu'est-ce qu'il nous faudrait maintenant pour monter? Donc maintenant, là, la chose étant, on va laisser la porte ouverte à une surprise. Donc là, dans le stock market, on va dire à Wall Street, on parle souvent du Santa Claus Rally, donc là, le mouvement haussier de Noël, avec les publications des grosses compagnies importantes qui vont arriver au mois de janvier. Donc, si je ne me trompe pas, Apple, c'est au 29 janvier qu'ils vont publier, etc., etc. Donc là, il y a déjà, enfin, 29 janvier, pardon, 19 ou 29 janvier 2020. Donc ça peut être des catalyseurs qui pourraient être haussiers, on va dire, pour le stock market. Maintenant, lorsqu'on regarde le crypto market, qu'est-ce qu'on aurait? Rappelez-vous qu'on a eu des choses très importantes pour des cryptos, comme Ethereum, avec l'Ethereum 2.0, pas mal de confusion. Maintenant, l'échéance était repoussée. Qu'est-ce qui se passe réellement? XRP baissier et BTC, bah tiens, on a son halving. Donc là, si on prend juste le top 3, donc le trio de tête, voilà en gros quels sont les points clés, les catalyseurs de ces cryptos. Et vous voyez bien que pour le moment, il n'y a rien de positif pour ces trois cryptos. Donc, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, slide suivant. Merci. Les altcoins ont connu une semaine de full volatilité, comme le Bitcoin. Mais ici, nous avons un sentiment négativement plus prononcé sur l'ensemble de la cryptosphère qu'en se basant uniquement sur le BTC. Ce dernier est sur une île. Le halving est l'événement majeur qui va générer un immense FOMO en 2020. Les altcoins et les plateformes principalement doivent impérativement achever la tant attendue évolutivité et mettre en avant des cas d'utilisation et d'adoption. Ethereum 2.0, horizon 3 à 5 ans. Donc, un grand merci. Donc là, j'avais légèrement anticipé ce qu'on voit dans ce slide. Donc là, c'était tous les points que j'ai cités précédemment. Et là, on le retrouve ici. Donc, rappelez-vous, on doit regarder ce qui va se passer au niveau des altcoins. Ethereum 2.0, Ethereum, la maman de toutes les ERC20, donc là, la plateforme en vogue,
etc., etc. Neo, d'un autre côté, dit les Ethereum chinois. Donc là aussi, on voit qu'il va y avoir une nouvelle itération des Neo qui est en train d'arriver. Donc tout ça pour 2020. Et Binance, d'un autre côté, comme vous le voyez là à l'écran, bah, tiens, qui est une crypto super, super importante. On avait un niveau clé, donc la zone des 15 dollars. On a chuté, on a atteint les 12 dollars, qui était un niveau spécifique que nous, on est en train de regarder. On a atteint. Maintenant, on montre déjà qu'il y a de la faiblesse. Maintenant, vous voyez qu'on se récupère difficilement. Maintenant, on verra réellement ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, pour en revenir et donc conclure avec ce point, c'est le FOMO que ça va générer. Donc FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc rappelez-vous, c'est quoi? Quelle est la psychologie que l'on va avoir en 2020? On se dit, bah, tiens, BTC, on va réduire la récompense des mineurs, ce qui fait que dans les 21 millions de BTC, ça va être de plus en plus dur pour commencer à en avoir. Donc déjà, au niveau des mineurs, il y aura, selon certains analystes, on parle de quoi? Bah, d'une concentration du mining. Vu qu'il y a pas mal de mineurs qui ne vont pas pouvoir générer assez de hash rate pour réellement être en compétition avec le méga pool minier, donc Bitmain, etc., etc. Donc là, ça va être concentré dans les mains de quelques mineurs. Donc là, premier point. Deuxième point, moins de BTC en circulation. Donc, il y a des gros whales, donc les dites baleines, qui, elles, ont les mains mises sur le BTC. D'un autre côté, on verra aussi ce qui va se passer au niveau de la régulation, principalement aux États-Unis, parce que c'est là-bas qu'on a beaucoup de asset management et des grands fonds, etc., etc., qui, créent de l'infrastructure. Donc là, pour tout ce qui est produit, donc BACT, du ICE, on a le CME, les contrats futurs, les options, etc., etc., le custody qui est mis en avant. Et maintenant, voir si, rappelez-vous, toujours en parallèle avec le stock market, qu'est-ce qui va se passer. Donc, rappelez-vous que les earnings, c'est quoi? Ce sont les publications, donc les gains générés par les compagnies, donc les compagnies du S&P 500. Ce sont ces compagnies-là qui prennent de l'argent pour l'injecter dans le venture capitaliste, injecter ces capitaux dans les fonds des venture capitalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? On a de l'argent. Moi, je suis Apple, j'ai envie de regarder une recherche pour le blockchain, etc., etc. Bah, tiens, je vais donner de l'argent à un VC qui, lui, va investir dans des startups qui réellement vont apporter des produits et des solutions par rapport à cela. Et quelque part dans leur parcours, on peut venir ou faire une acquisition où ces compagnies sortent en bourse. Mais d'où vient cet argent? Il est levé où? Il vient des revenus que génèrent ces compagnies, ou bien sur base de leurs revenus déposés en collatéral, elles lèvent des fonds pour les donner au VC Fund et c'est tout cet argent qui est redistribué. Il faut jamais oublier une chose, que les cryptos aujourd'hui sont toujours en phase de recherche et développement, ce qui fait qu'il faut du capital. Une chose qu'on a analysée en interne aussi, c'est qu'on a vu qu'il y a eu pas mal de licenciements. Des compagnies comme Circle, Consensus, Lightcurve qui est derrière le LISC, etc., etc. Il y a encore d'autres entités qui ont commencé à liquider, donc là, virer des personnes. Pourquoi? Bear market, on est bas et on doit continuer, on doit limiter les coûts afin de pouvoir continuer à développer le projet. Donc Zcash aussi a pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc c'est super, super important de noter cela. Voilà presque au début d'émission, je vous parlais du dollar. Ce dollar, où va-t-il aller? Dans quelle ambiance, dans quel environnement ce dollar va-t-il être, on va dire, distribué? Est-ce que c'est un dollar où je me dis, bah, tiens, j'ai eu mes gains depuis 2009, là on arrive en 2020, je sors du marché, je maintiens mon dollar, je ne fais rien avec. Ou maintenant, bah, tiens, je prends une partie de mes gains que j'ai eu depuis 2009, donc là je parle du S&P, je remets un peu en gold, et d'un autre côté, bah, tiens, je recherche la prochaine innovation, et là maintenant on a le regard tourné vers tout ce qui est blockchain et les cryptos, etc., etc. Donc c'est très important de savoir tout ce qui se passe. Maintenant, pour conclure avec cela, vous voyez bien que Ethereum, après Istanbul, pas mal de confusion. Maintenant, Ethereum 2.0 qui était prévu pour la fin de cette année-ci 2019. Après, on parlait du Q3, enfin du Q1 2020, donc premier trimestre 2020. Maintenant, horizon de 3 à 5 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a eu pas mal d'articles qu'on a vus dernièrement où on voyait que les gros titres, c'était que nous cache la fondation Ethereum. Donc là, on ne comprend pas ce qui se passe. On a décortiqué un papier qu'ils ont publié et on ne peut pas faire plus de confusion que cela. On ne comprend rien à ce qu'ils sont en train de dire. On veut juste quelque chose de concret. Est-ce que Ethereum 2.0, ça sort quand? Janvier, février, mars, avril, mai, année 2020 ou pas. Mais là, ils sont restés dans le vague en nous disant 3 à 5 ans. Donc, tout ça sont des catalyseurs super importants à tenir en compte en 2020. Donc, Nadie, on poursuit. Slide suivant. Alors, ETH, USD, graphique. Yes, merci. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On voit l'ETH. Rappelez-vous, Istanbul, Hard Fork, on a eu pas mal de Hard Fork dernièrement, Constantinople, Saint-Pétersbourg et maintenant l'Istanbul Hard Fork. Donc là, c'était dans cette zone, on avait un long mouvement horizontal que l'on a ici. Et c'était aux alentours, si je ne me trompe pas, c'était le 7 décembre que ça a été fait, dans la nuit du 7 au 8 décembre. Et on voit juste après cela, donc à partir du 10 décembre, revenir dans cette zone, enfin être déjà sous les 150 dollars et ensuite atteindre les 145 dollars, qui était un niveau clé. On avait pas mal de clôture à ce niveau-là. Niveau plus bas, niveau psychologique des 140 dollars, 135 dollars perforés, et aller bien plus bas, toucher les 120 dollars, et maintenant on se reprend. Donc là, on voit encore une fois l'interaction du prix avec les moyennes mobiles, 7 jours, 30 jours. Maintenant, on est côté sud, donc on est toujours dans cette phase
on va dire, baissière. On a des hauts plus bas qu'on voit clairement ici et on a des bas plus bas qu'on voit clairement ici. Donc là, on continue d'aller vers le sud. Avec le volume, c'est pas spécialement ça, on n'a réellement rien d'extra, mais la tendance, elle se maintient. Elle est bel et bien là, elle est toujours d'actualité, donc c'est toujours baissier ici. Alors, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, BNB USD graphique. Yes, merci. Donc là, lorsqu'on parle du BNB, rappelez-vous, on parlait d'un niveau qui était clé. Donc dernièrement, on avait cette zone des 15 dollars. Vous voyez pourquoi c'est un niveau clé que l'on regardait? Parce que c'est un niveau, un niveau où, à maintes reprises, on est venu tester ce support et tenter de le perforer. Comme vous voyez ici, fin septembre, début octobre. On le voit encore ici, fin novembre. On le voit encore ici, début décembre. Et maintenant, à la mi-décembre, perforer ce niveau avec la grande chute qu'on a eue dernièrement, perdre les 15 dollars, chuter pour atteindre les 12 dollars et revenir. Les 12 dollars, il faut revenir avant, au début d'année et en fin d'année, et au courant d'année 2018 pour voir exactement quelle était l'interaction du prix avec cette zone. Rappelez-vous que le BNB a commencé bas. Donc là, son mouvement haussier on va dire, du premier semestre 2019, il venait des 4 dollars, monté jusqu'aux 40 dollars et on voit comment il a perdu tout cela. Pendant un moment donné, le niveau clé, c'était les 20 dollars. Vous voyez, support là, on est passé en dessous. Maintenant, résistance, rejeter cela. Maintenant, c'est les 15 dollars. On voit clairement qu'on continue encore à baisser. Donc là, si on prend les 20 dollars, bon, on ne voit que ça à l'écran. On avait d'autres hauts plus bas et d'autres bas plus bas. Donc là, un bas, un autre bas plus bas. Et maintenant, enfin, bas, ce bas se maintenir en termes de double bottom, donc double support. Et maintenant, on a un nouveau bas plus bas. Ouais, maintenant, si on pivote, chose qu'on est en train de faire, on touche 7 jours, on peut aller retester 30 jours. Donc là, tester la zone des 15 dollars comme résistance maintenant. Maintenant, regardez l'interaction. Si on est rejeté, eh ben là, ça va vraiment valider cet ancien support comme étant une résistance. Et donc là, on va revenir à la charge, tenter de perforer les 12 dollars et pourquoi pas aller bien plus bas. Donc voilà en gros l'histoire du BNB. Alors maintenant, on poursuit. Alors, Neo USD graphique. Yes, merci. Donc là, Néo, super, super important. Donc rappelez-vous, hein, donc là, c'est le point d'entrée des cryptos chinoises. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? On a mis la main sur un rapport dernièrement qu'on va décortiquer dans nos Global Crypto Research. Donc là, je crois que ça va être au Q1 2020. Et lorsqu'on parle de blockchain en Chine, vous voyez, Throne, c'est un projet chinois, donc Justin Chen, etc., etc. En termes de market cap, Throne est plus grand que Neo. Mais en Chine, lorsqu'on parle de blockchain, première blockchain, ils citent Neo et pas Throne. Donc, c'est quelque chose de super, super intéressant. Et là, ça vient des documents qu'on a pu avoir, donc là, des boîtes de recherche là-bas. Donc là, lorsqu'ils parlent blockchain là-bas, blockchain public, on commence directement à partir de Throne, pardon, à partir de Neo, excusez-moi, donc on commence à partir de Neo, qui pour eux est la plateforme publique de référence. Rappelez-vous, un Throne a une plus grande market cap, mais selon les autorités et des centres de recherche, c'est Neo qui est mis en avant. Donc là, c'est assez curieux. Mais bon. Donc, pour nous, Neo, c'est quelque chose de super, super important. Alors, on regarde ce qui se passe avec le Neo. Donc, dernièrement, avec les déclarations du président Xi Jinping, on revient dessus, on était aux 7 dollars, pratiquement à faire du 100% pour atteindre les 14 dollars. Retester cette zone à double reprise, comme on le voit ici. On voit qu'on était super éloigné des moyennes mobiles, revenir toucher 7 jours, 30 jours, replonger en dessous et maintenant on se maintient. Donc, qu'est-ce qu'on attend de voir du Neo? Ben, voir le Neo retrouver son support, donc la zone des 7 dollars. Vous voyez clairement que depuis là, on est en train de baisser. On n'a pas récupéré les niveaux hauts, donc là, notamment la zone psychologique des 10 dollars. Vous voyez ici, résistance, support, support. Là, dans cette phase d'escalier baissier, donc support, résistance, résistance, et maintenant on s'en éloigne. Donc ça, c'est quelque chose de clé. Donc on peut dire que ce mouvement qu'on avait suite aux déclarations du président chinois est un mouvement qui était spéculatif. On en a tiré parti. Maintenant, ça s'est dilué, ça s'est dissous. Le sentiment est passé. Maintenant, retour à la réalité. C'est quoi la réalité de Neo? On reprend le business où il était. On était dans la zone des 7 dollars. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Et oui, qu'on est clairement, enfin clairement, il y a de fortes probabilités qu'on atteigne le niveau des 7 dollars d'ici quelques temps. On voit que le volume est très faible, comme c'était le cas avant. Donc, on a des longues périodes horizontales et ensuite, il y a un catalyseur. Donc, une surprise, on peut monter. Mais maintenant, l'effet de surprise est déjà passé. Avec maintenant, ben, on attend encore. Il y a ce nouveau Neo qui va arriver. Et Neo étant ben, cette crypto de premier plan en Chine. Donc là, on dit comme étant l'Ethereum chinois. On s'attend réellement à de grandes choses provenant de Neo. Donc voilà ce qu'on peut commenter par rapport au Neo. Donc là, pour conclure l'émission, n'oubliez pas qu'on a déclassé toute une semaine d'émissions et des émissions bonus. Donc là, les émissions qui vont du 14 octobre au 20 octobre, plus une émission spéciale Bitcoin. Là, en début d'année, on va déclasser des émissions du mois de novembre et du mois de décembre afin de pouvoir voir ce qu'on a et ce qu'on fait en termes d'émissions intégrales. Et comme ça, vous avez une idée de ce qui est fait au JC Twim. Donc là,
émissions, nos rapports quotidiens, on a des émissions tous les jours. Donc là, dans cette année 2019, on a déjà produit pratiquement près de 400 vidéos. Donc on a une vidéo tous les jours, plus les rapports trimestriels que l'on fait, des rapports VAM et les vidéos bonus, comme les Focus Reports, comme on les appelle. Donc il y a énormément de choses qui sont produites. Donc là, l'année 2019, pratiquement encore une année où on a dominé l'année. Et maintenant, on va réitérer cela pour l'année 2020. Donc là, venez voir ce qui est fait. Déjà, dans un premier temps, voir une semaine intégrale de nos émissions privées et d'un autre côté, avoir des extraits des rapports trimestriels, etc. Et donc là, si vous dites, tiens, il y a de la valeur pour moi, là, vous avez exactement les liens pour pouvoir avoir accès aux promotions qui vont durer jusqu'au 31 décembre et une adresse email pour nous contacter et rapidement, sous 48 heures, on revient vers vous pour répondre à vos questions, etc., etc. Donc voilà, là, moi j'ai assez parlé. Donc là, le mot de la fin, Nadi, c'est pour toi. Hein. Eh ben, merci. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisque nous sommes en fin d'année et surtout, prudence sur les marchés. Allez, bye bye. Merci à tous. Comme on a dit, prudence sur les marchés. Et pour cette période de fête de fin d'année, on vous souhaite des fêtes de fin d'année à vous tous. Ceux qui est avec nous en interne, donc vous savez que nous, on se voit tous les jours. Donc là, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de 25, il n'y a pas de 24, il n'y a pas de premier. Nous, on est là tout le temps. On est comme le BTC. BTC est 24 sur 24, 7 sur 7. Et nous aussi, c'est pareil. Donc là, on va se retrouver au quotidien. Et pour vous, sur le canal public, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a rien d'intéressant, vous n'allez pas à me voir. S'il y a des choses intéressantes, des choses expliquées, on sera là pour commenter cela. Mais d'office, on va maintenir nos bancos avec Nadi chaque vendredi, samedi. OK, donc voilà. Merci tout le monde. Ciao. Bye bye.